Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pasolini. Devenir d'une creation. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Florence Bernard de Courville, Le double cinématographique. Mimesis et cinéma, 2011. Vilasni Tampoehautin, Cinéma et conflits ethniques au Sri Lanka, vers un cinéma singalais indigène 1928 à nos jours, 2011. Vilasni Tampoehautin, Cinéma et colonialisme, la genèse du 7e art au Sri Lanka, 1869 à 1928, 2011. Joseph Bezellelte, Série et politique. Quand la fiction contribue à l'opinion, 2011. Susan Shams, Le cinéma d'Abbas Kiarostami. Un voyage vers l'Orient mystique, 2011. Louise Albert Serrut, Jean-Luc Godard, cinéaste acousticien. Des emplois et usages de la matière sonore dans ses œuvres cinématographiques, 2011. Sarah Leperchet, L'esthétique de la maladresse au cinéma, 2011. Marguerite Chabrol, Alain Klinberger, Le cercle rouge, lecture croisée, 2011. Franck Lafont, Cauchemars italiens. Le cinéma fantastique, volume 1, 2011. Franck Lafont, Cauchemars italiens. Le cinéma horrifique, volume 2, 2011. Laurent Desbois, La renaissance du cinéma brésilien 1970 à 2000, La complainte du Phénix 2010. Laurent Desbois, L'Odyssée du cinéma brésilien 1940 à 1970, Les rêves d'Icare 2010. Guy Gauthier, Géographie sentimentale du documentaire 2010. Angela Biancofiore. Pasolini. Devenir d'une creation. Traduit de l'italien par Jean Duflo. L'Harmattan. Du même auteur. La Scrittura degli Elementi, Edizioni dal Sud Bari, 1988. L'opéra e il metodo. Da Baudelaire à Valérie, Milella, Lecce, 1991. Carte sans territoire, Euromédia, Paris, 1996. Benvenuto Cellini, artiste écrivain, L'homme à l'œuvre, L'Harmattan, Paris, 1998. Signe nomade. Sur les traces d'Ukaïmeden, Euromédia, Montpellier, 1999. Pasolini, Palombo, Palerme, 2003. Pier Paolo Pasolini, Pour une anthropologie poétique, PULM, Montpellier, 2007. Entre rêves confus et apparitions, la poésie de Sandro Penna en collaboration avec Christelle Balderas-Legnelet, Cladol d'Aubu, Montpellier-Hambourg, 2011. Copyright L'Harmattan, 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-96-046-6. EAN 9 782 296 960 466. Remerciements. J'entends remercier tous ceux qui m'ont aidé dans la rédaction de cet ouvrage, en particulier Jean Duflo, qui a effectué la traduction de l'italien, Christelle Balderas-Legnelet qui a traduit les pages consacrées à la biographie de Pasolini, Antonella Chiacchiaretta et Cristina Padovan pour la relecture et Martina Massoli pour la mise en page. Préface. L'œuvre en devenir de Pier Paolo Pasolini occupe une place de premier plan dans le panorama culturel contemporain. Il s'agit d'une réflexion actuelle, par moments prophétique,
car elle annonce la question de la création et de la destruction des mondes culturels. Pasolini s'inscrit au cœur du débat actuel car il a vu se produire, au cours des années 60 et 70, la mutation anthropologique déterminée par l'imposition d'un modèle économique à la planète entière. Ce processus est à la base de la mondialisation, qui n'a cessé de détruire les mondes culturels au nom du profit. Le poète-cinéaste a perçu les caractéristiques d'une époque marquée par la vertigineuse production et destruction de signes. Il a ouvert des immenses perspectives critiques autour du clivage entre développement et progrès, aujourd'hui, dans un monde qui ne peut plus ignorer la relation avec la Terre. Ces textes annoncent d'une certaine manière la question fondamentale de la décroissance. D'ailleurs, des intellectuels comme Franco Cassano et Serge Latouche se réfèrent directement à sa pensée. Une œuvre nécessaire pour notre pensée critique, dans le dialogue des voix qui cherchent une autre issue, qui construisent une vision alternative à la transformation du monde et de l'humain en marchandise. À travers sa poésie et son cinéma, Pasolini a contribué au réenchantement du monde, à la redéfinition du rôle du sacré au sein même de notre société, puisque nous vivons pour la première fois dans l'histoire, dans une civilisation où le sacré n'occupe pas une place centrale. Comme l'ont souligné Cornelius Castoriadis et Jean-Pierre Dupuis, c'est l'économie, et non plus le sacré, qui est au centre de notre société, après la disparition des limites imposées par le sacré à la volonté de puissance de l'être humain. C'est pourquoi la pensée critique a le rôle d'indiquer la frontière à ne pas dépasser dans l'action d'exploitation de la nature. Pasolini a perçu l'ère du sursis dans laquelle nous vivons, à travers la question des apocalypses culturelles, confère De Martino. Malgré la vision pessimiste de la dernière période, son travail intellectuel n'a fait qu'augmenter d'intensité aboutissant à une sorte d'engagement sceptique. C'est l'amour pour le monde et pour les différentes formes d'humanité qui a poussé l'écrivain à un témoignage courageux et à une intervention constante dans le réel. Son écriture n'a jamais été dissociée de l'action. Il nous a montré la voie où la connaissance n'est pas séparée de l'intervention dans le réel, où le savoir n'est pas confiné dans les limites austères de l'académie. C'est là toute la fécondité de son œuvre, encore ouverte sur le monde. Mon essai constitue un itinéraire à travers sa création multiforme, des origines friulanes jusqu'à la dernière période marquée par l'écriture allégorique. Un effort d'analyse et de compréhension qui entend mettre en valeur tous les langages artistiques adoptés par l'auteur, de la poésie au cinéma, du roman à la peinture, du théâtre à l'essai anthropologique, tout en sachant que faire œuvre pour Pasolini signifie concevoir un projet culturel. J'ai essayé dans ces pages de ne pas faire de l'écrivain une bête de style, car le travail critique sur un auteur ne doit jamais se limiter à la page écrite ou aux figures de rhétorique. L'auteur risque ainsi à tout moment en baume, comme le suggère à juste titre Roberto Roversi. Il est indispensable de libérer l'œuvre d'une lecture purement esthétique afin de viser sa signification profonde dans une plus vaste perspective culturelle. Telle est la problématique de notre auteur et dans un sens, son profond héritage. La deuxième partie de ce livre est consacrée aux lectures critiques suscitées par l'œuvre pasolinienne. Le panorama des auteurs est immense et très diversifié. C'est pourquoi cet essai met en évidence les principales tendances critiques à partir des interprétations qui touchent tous les aspects de son œuvre et qui démontrent les possibilités d'analyse, d'ouverture, de dialogue. Cette dernière partie ne fait que confirmer l'énorme richesse de la création pasolinienne, qui demeure liée au personnage. Car à l'opposé de beaucoup d'intellectuels, il a su être physiquement présent sur la scène de l'histoire, toujours sur la ligne du feu, là où le monde se renouvelle. Montpellier, juillet 2011. Première partie, l'œuvre. Profil de l'auteur. Le Frioul de Pasolini. La langue de poésie. Pasolini est né à Bologne en 1922, mais sa terre de prédilection a été le Frioul. Terre de sa mère, originaire de Casarsa della Delizia, c'est la région où le poète séjournait en été chez ses grands-parents maternels. Au fond, elle a été la seule résidence fixe d'une enfance contrainte à de multiples déménagements d'une ville à l'autre de l'Italie du Nord, au gré des mutations successives de son père officier d'active. Le Frioul paysan est resté gravé dans la poésie et la prose du jeune Pasolini. Comme il l'a précisé lui-même,
il a choisi de s'exprimer en dialecte pour pouvoir écrire des mots qui n'ont jamais été écrits, des mots qui n'ont été que prononcés oralement. En tout cas, il est sûr que moi, sur ce balcon, ou bien j'étais en train de dessiner, à l'encre verte ou avec le tube ocre des couleurs à l'huile sur du cellophane, ou bien d'écrire des vers. 1. Dans l'autobiographie poétique reconstituée par Pasolini, nous percevons une forte attraction pour la phonée, pour la parole comme pur son qui deviendra verbe dans ses poèmes en frioulant. Chez Pasolini, le dialecte acquiert la dignité d'une langue et n'a rien de vernaculaire. En ce sens, sa poésie se situe dans la lignée d'une tradition symboliste et vermetica tout en prenant appui sur des images et des structures de la poésie populaire. Poésie a Casarsa, le recueil qu'il publie en 1942, Libreria Antiquaria Mario Landi, Bologne, tout de suite remarqué par Contini, est une œuvre qui se situe à l'intersection de diverses possibilités d'interprétation, en raison des références littéraires qui l'imprègnent, de Pascoli à Lorca, de Rimbaud aux hymnes de Jacopone, de Gironcoli, poète frioulant, au répertoire des chants populaires de diverses régions d'Europe. Le dialecte frioulant était-il vraiment le dialecte parlé par le jeune Pasolini ? Non, si l'on s'en tient à l'opinion de certains critiques comme Santato. Oui, si l'on en croit les proches du poète, comme son cousin Nico Naldini, car le dialecte était une nécessité quotidienne de la communication avec les paysans de la région. Quoi qu'il en soit, Pasolini décide de faire de ce dialecte une langue de poésie, et pas seulement un simple moyen de communication. Son frioulant est une langue familière qui porte en elle tout un monde d'affects, le monde maternel et l'univers archaïque paysan. En même temps, c'est une langue littéraire, une langue précieuse étudiée et sélectionnée pour un usage poétique. Le dialecte de Casarsa, en particulier, n'avait jamais été utilisé auparavant autrement que sous des formes vernaculaires. C'est dans un article indispensable à la compréhension de ce choix que nous trouvons les prémices d'une nouvelle esthétique dialectale. Le frioulant de Casarsa n'était pour moi qu'une langue très ancienne et pourtant entièrement vierge, où des mots aussi communs que court, fuja blanc avaient le pouvoir de suggérer des images originaires. Une espèce de dialecte grec ou d'italien à peine émancipé du pré-roman, avec toute l'ingénuité des premiers textes d'une langue. Pas encore corrompu par une conscience poétique qui, comme l'usage le fait pour la phonétique, épuise le sens caché d'une langue jusqu'à en exaspérer la crise confère. Je ne sais plus parler de Rimbaud. Ce frioulant-là garde la vieille santé d'un Italien qui voit à peine le jour. Volonta poetica ed evoluzione della lingua, il Stroligu, 2 avril 1946, Inès Sella, page 160 à 161. À la lumière de ces quelques réflexions, il nous est possible de faire le point sur les divers facteurs qui ont conduit Pasolini au choix du frioulant. 1. Une motivation esthétique, à savoir la virginité d'une langue inemployée par d'autres poètes et dépourvue d'une véritable tradition littéraire. 2. Un facteur politico-culturel. Le choix du frioulant correspond à son idéal des petites patries au moment où Pasolini élaborait une sorte de fédéralisme culturel des régions d'Europe qui associait les langues minoritaires, le provençal, le catalan, l'occitan, le frioulant, etc. Cet idéal s'opposait évidemment aux valeurs propagées par le fascisme qui ne voyait pas d'un bon œil la défense des cultures régionales. Pendant un certain temps, au moins jusqu'en 1947, Pasolini avait adhéré à l'Association pour l'autonomie frioulane. 3. L'élément affectif et autobiographique. Le frioulant symbolise l'univers de sa mère. 4. La dimension anthropologique. C'est la langue d'un monde archaïque, du monde paysan qui se perpétue selon les rythmes cycliques des saisons. C'est là que le frioulant de Pasolini renoue avec les modes d'expression de la poésie populaire, où revivent les valeurs de la tradition. Dans les poésies frioulanes, la figure centrale est celle du moi. Narcisse construit peu à peu son identité et fait son apparition dans le monde. C'est dans ce sens qu'il faut lire le poème Ô me donzelle. Ô me donzelle. Jo, ima. Tal odurce la plora. A suspirata ipra. Hierba viva. Inas. Tal spili dall'aurora. Ô mon enfance. Je nais dans l'odeur que la pluie exhale des prairies d'herbes vives. Je nais dans le miroir du canal. 3. Il y a là une sorte de vocabulaire précieux, mais restreint, qui revient dans les poèmes frioulants. Le soir, l'enfant, l'eau, la source, la mère enfant, le miroir, la mort, le paysage avec ses lumières, ses eaux, ses prairies,
fait partie intégrante de l'univers symbolique du moi qui s'exprime sur le mode cyclique à travers la répétition d'une phrase ou d'un vers conformément au goût spécifique de la chanson populaire. On peut même découvrir un filon spirituel dans les litanies du beau garçon, Jesus, 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 et dans la section intitulée précisément Spirituals. L'image visuelle prédomine mais aussi l'image sonore, le son qui prend le dessus sur le contenu, et la poésie tend à devenir rythme pur. Les figures du moi narcissique et de la mère enfant sont omniprésentes dans les premières poésies friulanes. Nous sommes dans une phase prénatale, puisque la mère n'est pas conçue comme adulte. Bien que les premiers poèmes aient une propension à l'idylle et à l'élégie, la poésie friulane de Pasolini se caractérisera progressivement par sa tonalité épique et politique, El Testament Coran, Vegnera el Vero Christ. Pasolini réussit à sortir du stade primitif du miroir pour s'adresser à la communauté humaine, passer du monologue des poésies à Casarsa à la parole chorale, du Testament Coran. De toute façon, même implicite, la dimension chorale est déjà présente dans les poèmes en forme de litanie ou de spirituals. Le poète fait preuve d'une première forme de contamination qui va désormais caractériser son activité créatrice. Les vers friulants comportent également des textes d'inspiration biblique. Appelle-nous au Seigneur et nous t'appellerons, fais que nos jours soient comme ceux d'autrefois. Il 44 Romancero 1953. Le Seigneur nous a revêtus d'allégresse et de piété, il a posé une couronne d'amour sur notre tête. Il 45 Romancero 1953. Une note de l'auteur nous précise d'ailleurs que ces deux poèmes contiennent aussi une traduction libre des Lamentations de Jérémie et du livre de Baruch. Pour ce qui est de la forme poétique, les poèmes se réfèrent à une tradition séculaire, à la fois docte et populaire, la villota, le congédo, la chanson, le contraste. D'ores et déjà apparaît la figure rhétorique de l'oxymore qui sera omniprésente dans la production de Pasolini. Elle n'a pas une simple valeur d'ornement et se présente parfois sous la forme d'une synésiosie, c'est-à-dire d'un oxymore qui se développe à l'intérieur de la phrase. N'altri distinct, jo mui sojka. Chi parli l'ours. Chassan doma che parla. Asson la julontan sindin intal l'usur. Un autre destin, moi muet je suis là à parler et eux qui ne savent que parler sont là-bas loin, muets dans la clarté. La meilleure jeunesse. Nous sommes parfois confrontés à d'autres formes d'oxymore, par exemple, le rire désolé ou le rire grave. Pognette talpo pour Zovin. Ti voltis viedi meil tout chav zintil. Qu'un ridi penstai vuge. Adossé au puits pauvre garçon, tu tournes vers moi ta tête gracieuse, un rire grave dans les yeux. David, la meilleure jeunesse. David, cette autre figure de l'éternelle enfance s'inscrit aussi dans la dimension cyclique de l'éternité. Son destin est scellé, comme celui d'un taureau qui chemine doucement vers la mort, un jour d'avril, aux mains d'un enfant rieur, ibidem. Le sacrifice du jeune garçon prend place dans un échange symbolique qui le rend nécessaire, dans le cadre de la communauté. Tout se déroule dans la dimension du temps cyclique, qui régit l'univers paysan de l'alternance des saisons et garantit la continuité des générations. Il TIMP à Noël Simouf. Jot il ridi dai Paris. Comme taille rams la plora. Taille vuge dai sofrutin. Le temps reste immobile. Il regarde le rire des pères comme la pluie à travers les ramures dans les yeux des enfants. L'importance de ce vers est confirmée par l'écho qu'il trouve dans la prose de cette époque où s'élargit la réflexion de l'auteur. Ma première manie très poétique, c'était de m'acharner à reconnaître chez les fils, mettons un garçon blond, le rire des pères. Un garçon blond d'il y a 20 ans que je n'aurais jamais pu caresser du regard. ATTI Impuri, RRI page 40. Le frioulant, en tant qu'idiome archaïque, permet à l'auteur d'évoquer des sentiments originaires, au cours de sa recherche d'une archéologie du sujet. Ma tu notiesas nuja. Tachel courbea. Cha vivta la prima. Aligria dal creat. Mais toi, tu ne sais rien de ce cœur bienheureux qui vit dans l'allégresse originelle de la création. Suite friulane, après dîner. Ce qui frappe dans le flux des images originaires que nous offrent ces poèmes frioulants, c'est la figure récurrente de l'enfant mort, qui va marquer obsessionnellement toute l'œuvre poétique, romanesque et cinématographique de Pasolini. Il mini muar. Sera un barlumida, tal fossal.
Acrelaga, na femina plena. Asiamina palsian. Jo ti recuardi narcis tivevi il color. De la sera quand lician panis. Asundi muar. L'enfant mort. Soir illuminé, l'aumont. Dans le fossé, une femme enceinte. Chemine par le champ. Je me souviens de toi, Narcisse. Tu avais la couleur du soir. Quand les cloches sonnent le glas. Poésie à Cassarsa. Nous sommes en 1942. La mort de son frère partisan qui n'avait pas encore 20 ans ne sera annoncée qu'en mai 1945. Mais l'image inquiétante de l'adolescent mort ou qui va mourir est déjà au cœur d'un grand nombre de poésies et d'écrits en prose. Il suffit de rappeler le personnage d'Elijjo dans Le rêve d'une chose, celui de Tommaso Puzzilli dans Une vie violente, ou encore celui d'Ettore dans le film Mamma Roma. C'est la figure de l'enfant qui n'atteint pas la maturité de l'homme mûr. C'est donc un être éternellement jeune, jamais adulte, qui incarne une pureté condamnée à la mort. La figure du Nini rappelle le Nino de Garcia Lorca, mais aussi le petit enfant de Pascoli, poète à qui l'auteur a consacré son mémoire de maîtrise. Il a d'ailleurs placé en exergue de la poésie tornante al país le vers de François Villon. Mais où sont les neiges d'antan ? En fait, depuis le début des années 40, la voix du poète se veut une voix du passé qui revisite la tradition avec les formes nouvelles de la poésie hermétique et symboliste. Ses emprunts littéraires se fondent dans la matrice populaire. La pureté du chant lui évite toute complaisance poétique, et les figures évoquées, la fille, le garçon, la mère, la femme, sont représentées dans une dimension profondément humaine qui n'est pas seulement symbolique. L'auteur insère une autre référence littéraire, Antonio Machado, dont il cite « Mi juventud 20 años en tierra de Castilla », en exergue des suites Friulane, 1944 à 1949. Ce dernier ensemble de poèmes finira avec Poésie à Cassarsa, dans le recueil La meilleure jeunesse. Poésie friulane publiée en 1954, Biblioteca di Paragone Sansoni, Florence, qui rassemble la production poétique en friulan de 1941 à 1953. Antonio Machado, Père Vidal, François Villon, constituent autant de références non régionales, non italiennes qui visent à introduire la production poétique en dialecte et en italien du jeune écrivain dans le paysage littéraire européen. En ce qui concerne le rapport entre la rédaction en dialecte et la traduction en italien, l'auteur lui-même tient à préciser que les deux versions sont à peu près contemporaines. Si les traductions en bas de page remplacent un glossaire, avec un bon nombre d'inconvénients par rapport à lui, elles font souvent partie intégrante du texte poétique. Je les ai donc apposées avec soin et presque idéalement au texte friulan, car je pensais qu'il valait mieux n'être lu qu'à travers elle plutôt que de ne pas être lu du tout. Note de 1954, in La meilleure jeunesse. Il existe un fort contraste entre les poèmes en friulan et les traductions en italien. Il ne s'agit pas de traduction littérale, mais plutôt de poésie en prose sur lesquelles s'imprime de manière indélébile le calque de la langue poétique en dialecte, entièrement tissé d'images et de répétitions de sons. Les structures du friulan en poésie se répercutent dans la traduction italienne en bas de page. L'italien en devient une langue nouvelle, d'une nudité extrême et sa sobriété réduite à l'essentiel se prête à la poésie en prose. En réalité, la véritable poésie du recueil Poésie à Cassarsa et par la suite de La meilleure jeunesse se situe entre la litanie mélodieuse du friulan et la prose en italien. C'est dans cette oscillation qu'opère la machine poétique des premiers textes de Pasolini. Dans le panorama littéraire cher au jeune poète, un auteur lui semble émerger par son travail amoureux de philologue et d'écrivain, Niccolò Tommaseo. Pour Pasolini, l'anthologie des chants populaires qu'il a traduits représente un héritage considérable. C'est la raison pour laquelle il se situe dans la lignée du traducteur des chants du peuple grec. C'est aussi le début du grand intérêt que le poète porte à la philologie et à l'anthropologie, et qui ne faiblira jamais tout au long de sa carrière de romancier ou de cinéaste. Il ne s'agit pas d'une simple nostalgie du passé, ou de populisme, comme on le prétendra à tort, car cet intérêt s'investira tout entier dans la réappropriation d'une tradition conçue comme œuvre d'art de la communauté. Au cours d'un entretien audiovisuel délivré dans les dernières années de sa vie, cheminant sur une ancienne petite route de campagne, Pasolini parlait de sa restauration. Cette petite route, en apparence sans rapport avec le monde littéraire et artistique,
il fallait, selon lui, la sauvegarder comme s'il s'agissait d'un monument ou d'une grande œuvre d'art. Avec d'autres jeunes poètes, Pasolini crée en 1944 l'Accademiuta di Lingua Friulana, Académie de la langue frioulane, qui aura pour mission d'animer le débat sur la production poétique en dialecte frioulan à travers une revue, Il Stroligu, et quelques éditions de recueils de poésie. Entre-temps, l'esthétique dialectale de Pasolini a évolué. Le poète passe des poèmes en dialecte savant de Casarsa à l'usage de variantes dialectales d'autres localités du Frioul et constitue ainsi une sorte de coinet littéraire. Outre ses articles sur la poésie dialectale, Pasolini situe désormais sa recherche dans le contexte des petites patries, à l'instar de très jeunes poètes comme Naldini, Colucci, Spagnol, Cantarutti, autrement dit dans l'ensemble de la production poétique des divers dialectes européens, provençal, catalan, etc. Par exemple, il cite un jeune poète occitan, Robert Laffont, dont la poésie est stylistiquement et thématiquement comparable à celle du groupe de l'Accademiuta Confère. Poésie d'aujourd'hui, La Panari 17, 97 mai-décembre 1949, SLA, page 331. Au lieu de s'investir dans le particularisme régional, le frioulan se veut un instrument d'ouverture et d'appréhension d'autres réalités régionales en Europe. Le travail de l'Accademiuta cherche désormais à atteindre un public nouveau et plus vaste qui n'est plus ni frioulan ni italien mais roman. La revue de l'Accademiuta qui s'intitule Stroligu di Sadalaga, 1944, Almanach de la rive droite du Tagliamento, change de couverture et devient Stroligu puis Quaderno Romanzo, 1947 pour satisfaire aux nouvelles exigences du groupe d'écrivains en langue frioulane. Parallèlement à sa production en dialecte, Pasolini publie des recueils de poésie en italien, Poésie Primon San Vito al Tagliamento, 1945, Diari 1945 et Pianti 1946 aux éditions de l'Académie de langue frioulane. Quant à la langue poétique, l'auteur lui-même précise dans une note du volume Poésie qu'il a une prédilection pour celle du XIXe siècle, en particulier pour Leopardi, Foscolo, Tommaseo, Cataneo. Cette production dialectale en frioulan incorpore des éléments de la tradition romantique populaire et symboliste. Une architecture originale de thèmes humbles et précieux donne naissance à une poésie épico-lyrique qui a déjà atteint sa pleine maturité formelle, à côté des modèles littéraires italiens et européens. Dans la période où Pasolini compose la meilleure jeunesse, il travaille déjà à l'Antologia della Poesia Dialettale del Novecento, en collaboration avec M. Dell'Arco, Guanda, Parma, 1952, et au Canzoniere Italiano. Antologia della Poesia Popolare, Guanda, Parma, 1955. En 1949, Pasolini publie Dove la mia patria aux éditions de l'Accademiuta, un recueil de poèmes assorti de 13 dessins de Giuseppe Zigaina, son ami peintre, écrivain, qui sera aussi son collaborateur dans les films Médée, Théorème et Decameron. Les textes remontent à l'année précédente à l'exception de Fiesta et Spiritual, qui ont été écrits en 1947. Après avoir adhéré en un premier temps au Parti d'Action et ensuite à l'Association pour l'autonomie du Frioul, Pasolini se rapproche du PCI dès 1947 et il s'inscrit officiellement au parti en 1948, si l'on s'en tient à sa carte de membre. Il devient très vite un orateur passionné, ce qui lui vaut d'être nommé secrétaire de la section de San Giovanni di Casarsa. L'adhésion au Parti communiste, et surtout aux théories de Gramsci, apparaît clairement dans le choix des thèmes poétiques du recueil publié qui se réfère dorénavant à l'histoire et à la lutte des classes et abandonne définitivement la dimension anhistorique des premiers textes en frioulan. Dans Vegnera el vero Cristo, le poète conjugue marxisme lyrique et foi chrétienne, en une idéologie populaire qui devait être très proche de la sensibilité de la classe ouvrière frioulane de cette époque. En témoigne cette poésie en idiome de Pordenone. Nogo coraio de Versoni. Il blu e lonto de la tuta. No altro tal me cuor de operaio. Vegnera el vero Cristo, operaio. A insegnart a ververi sogni. Je n'ai pas le courage d'avoir des rêves, le bleu de travail graisseux, rien d'autre dans mon cœur d'ouvrier. Viendra-t-il le vrai Christ ouvrier, qui t'apprendra à avoir de vrais rêves, Dove la mia patria, Inbi, page 139. Un autre texte, El Testament Coran,
raconte l'histoire d'un jeune garçon pendu par les nazis au cours des représailles dont l'auteur lui-même fut le témoin en 1944. Dans Talcourt dit un frut, un recueil de vers en friulan publié en 1953, Edizioni di lingua friulana trissimo, on retrouve les thèmes récurrents de la déportation, d'Ali Germanis, de l'émigration, venez, train, emporter au loin la jeunesse, à la recherche par le monde de ce qui est perdu, vie Pordenon et Ilmont. Au moment où le poète friulan prenait plaisir au travail politique, s'enthousiasmait pour l'écriture des journaux muraux et s'engageait quotidiennement aux côtés des journaliers agricoles et des ouvriers, Pasolini participe aux manifestations des paysans en faveur du décret de Gasperi. Il est contraint brusquement de cesser son activité politique dans cette région. Dans un climat de chasse aux communistes entretenu par les dirigeants de la démocratie chrétienne, aggravé par l'excommunication papale qui les frappe en 1949, surviennent alors les événements de Ramuscello qui valent à Pasolini d'être accusé de corruption de mineurs, probablement à la suite d'une dénonciation émanant de milieux catholiques. Devant le refus formel des familles des jeunes gens de porter plainte, l'autorité judiciaire finit par acquitter le poète. Mais cet événement transforma radicalement son existence, et son nom apparut à la une de tous les journaux de la région. À cette époque, Pasolini enseignait dans une école secondaire de Valvasone où ses élèves et ses collègues le tenaient en grande estime. Il fut contraint à quitter ce poste d'enseignant et exclu du Parti communiste pour indignité morale et politique. Il n'eut d'autre alternative que de partir pour Rome où résidait l'un de ses parents. Il devait y trouver la possibilité de recommencer, d'abord avec sa mère, puis avec le père qui les avait rejoints, une vie de privation, au cœur des quartiers les plus pauvres de la capitale. Commence alors pour lui une saison nouvelle, ouverte aux influences linguistiques et anthropologiques du monde romain, un nouveau paysage qui le conduira aux expériences de ses romans romains et à d'autres innovations poétiques. Toutefois, rien ne permet de considérer que le moment de créativité frioulane, 1941 à 1949, soit terminé. En fait, le poète continuera d'écrire en frioulan, l'édition de La meilleure jeunesse est de 1954, et de produire à Rome des textes autobiographiques qui se réfèrent à la période frioulane, les Cahiers rouges, Amado Mio, actes impurs qui resteront inédits, le roman naturaliste Le rêve des apostrophes. Une chose, le recueil de poèmes Le Rossignol de l'Église catholique publié chez Longanesi en 1958, dont les textes remontent en réalité à l'époque de son séjour dans le pays de sa mère. Toute tentative de périodisation rigoureuse s'avère inutile et fallacieuse, car la créativité pasolinienne procède par superposition et par remaniement successif, et ses œuvres sont en étroite relation et pour ainsi dire interdépendantes les unes des autres. Nombre de projets se développent simultanément et souvent frénétiquement, en particulier dans la dernière partie de sa vie, alors que prose, poésie, cinéma, théâtre et peinture se compénètrent et se nourrissent mutuellement. Narration et journal. Le rêve d'une chose, 1948 à 1949, 1962. En 1947, Pasolini, proche du Parti communiste italien, participe aux manifestations des métayers pour l'application du décret de Gasperi qui prévoit l'indemnisation des paysans victimes de la guerre. Les propriétaires terriens refusent son application et descendent dans la rue. Le poète assiste aux affrontements avec les forces de l'ordre, et il lui viendra l'idée d'écrire un roman historique sur ces luttes de paysans et leurs liens avec les péripéties de certains personnages. C'est ainsi que naît la première esquisse d'un roman qui s'intitulait à l'origine « La meilleure jeunesse ». Mais comme ce titre avait déjà figuré en tête des poésies publiées en revue, Pasolini en choisit un autre, I giorni del lodo de Gasperi, les jours du décret de Gasperi. Ce ne sera d'ailleurs pas le titre définitif puisque l'auteur finira par décider de partir d'une citation de Marx mise en exergue de son roman. Notre mot d'ordre doit donc être « Réforme de la conscience non par le biais de dogmes mais par celui de l'analyse de la conscience opaque à elle-même, qu'elle se présente sous une forme religieuse ou politique. » Il apparaîtra alors que le monde entretient depuis longtemps le rêve d'une chose. Lettre à Ruge, 1843. À vrai dire, ce roman porte en lui-même le rêve du socialisme, le projet d'une société plus juste dans la distribution des richesses. Pasolini reconnaît lui-même avoir découvert Marx à travers la lutte des paysans. Il part des événements pour aller vers les textes théoriques et non l'inverse.
Nous verrons comment le marxisme de l'intellectuel Frioulan a été profondément marqué par la lecture de Gramsci, si nous voulons identifier les références théoriques qui ont alimenté son style personnel de militance communiste, au sein et en dehors du parti. L'expérimentation littéraire chez Pasolini se situe entre Proust et Verga, sans oublier l'influence d'un autre auteur qu'il aimait beaucoup, Dostoïevski. Le roman reflète le cours de la vie quotidienne de l'après-guerre, la faim, les fêtes votives, la vie de province et de la région frontalière. Nous sommes à 2 pas de la Yougoslavie de Tito, condamné par Staline en juin 1948, et qui s'achemine à la fois vers un isolement politique et vers une grande autonomie par rapport au bloc socialiste. Pasolini s'efforce de forger ainsi son premier style narratif, animé par l'ambition de témoigner des revendications sociales. En avant, en avant. Était-il parmi ceux qui poursuivaient autour de lui l'altercation avec les policiers? Pas tous du même côté, criait Suzanne. Tout à coup le repli prit l'allure d'une fuite. Les gars déguerpissaient comme 1 ou 2 années plus tôt, lorsque les propriétaires les surprenaient à voler des pêches ou du raisin dans leurs champs et ils couraient en criant presque de joie, parce que réussir à leur échapper était un succès sur les policiers. RR2, page 104. Si l'on retrouve dans son roman des accents naturalistes, dans les pages autobiographiques écrites à cette époque-là, c'est la tonalité proustienne qui émerge. Si j'essaie de déployer cette perception de l'humidité comme un éventail, si je pénètre en elle comme dans un labyrinthe plein d'odeurs tenaces de saules mouillées, de boue, de charbon et de champs, voici que le magma informe se dissipe comme une brume et j'entre dans cette humidité nue, jusqu'à ce que j'effleure cette vérité qui s'y cache depuis tant d'années et qui pourrait me dévoiler la signification de Casarsa. Mais déjà se dessinent dans ma mémoire les lieux et les moments où tout mon temps perdu s'est englouti, y parlanti, in RR2, page 166. C'est justement dans ces pages, publiées en 1951 dans la revue Bottègue Oscure qu'émerge la prose pasolinienne la plus authentique. Elle est liée au récit autobiographique et procède d'une exploration de la mémoire et de la géographie sentimentale. Ce frioul magique et rustique, le narrateur nous le restitue dans ses journaux intimes, non seulement dans ceux qui constituent en partie le corpus du roman Le rêve d'une chose, mais également dans des écrits posthumes publiés dans Quaderni Rossi, Les Cahiers rouges, ou encore dans les romans Amado Mio et Actes impurs. Ce frioul-là est un pays de la fête et du travail, des saisons et des récoltes, de la mort et des ratissages nazis, de la faim et des bombardements. C'est une province à la fois idéalisée et méprisée, et aussi un lieu de l'ennui, de la répétition des mêmes gestes, de la chrétienté paysanne, des premiers amours et de la honte publique qui suit sa brutale dénonciation. Roman 1948-49 est un long récit publié après sa mort sous l'égide de Naldini, ed. Guanda, Parme 1994, et qui avait déjà paru partiellement dans la revue Nuovi Argomenti, 3e série numéro 17, 1986, à présent RR2, page 197 à 263. Quant à Aspreno et Marcellina, c'est un long récit prélevé dans le matériau du roman Le rêve d'une chose. Les Quaderni Rossi, les Cahiers rouges, sont composés de 5 cahiers autographes rédigés entre 1946 et 1947. L'auteur tirera de ses journaux et de ses souvenirs bon nombre d'éléments qui entrent dans Actes impurs, 1947 à 1950, un roman inachevé publié après sa mort 4. Il s'agit d'un roman autobiographique où se mêlent des pages de journal et des développements en prose, et qui permet à l'auteur de tenter une objectivation des événements qu'il relate à la 3e personne. C'est un roman à strates qui est resté inachevé, parmi les nombreux projets littéraires qui n'ont pas abouti sous leur forme définitive. Nous y découvrons la volonté de confession de l'auteur, son désir irrépressible de sincérité totale. Visiblement le ressort de son écriture littéraire c'est l'ambition de clarifier pour lui-même ou pour un lecteur éventuel les péripéties complexes de ces années. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, la découverte de sa propre différence, l'intolérance à l'égard du différent dans l'environnement provincial,
enfin la dénonciation publique et l'abjection. Tous ces épisodes difficiles de son existence sont rapportés ici dans une prose fortement influencée par Proust. Toutefois, elle présente plus d'équilibre et de sobriété, surtout au niveau de la syntaxe, par rapport à la période labyrinthique de l'écriture proustienne. Le ton de la narration, par sa pureté et sa capacité d'introspection psychologique, rappelle certaines pages de Gide qui a été un modèle littéraire et idéal pour Pasolini. Le problème critique qui se posait, comment lire ces pages inachevées ? S'agit-il vraiment d'une œuvre littéraire même si l'auteur ne l'a pas fait parvenir comme telle chez un éditeur ? L'écriture est-elle trop proche du genre journal pour avoir cette distanciation qui est l'un des principes de l'œuvre littéraire ? Nous percevons ces pages comme un projet d'œuvre, un manifeste poétique et surtout comme un témoignage. L'auteur développe dans ses romans des thèmes qu'il transposera ensuite en poésie. Par ailleurs, on y voit l'auteur en train de construire son moi, dans l'effort de sortir de l'enchantement de l'adolescence pour accéder à une conscience plus lucide de sa propre différence. Le titre de l'un des quadernis Rossi, Page involontaire, roman, est surprenant, c'est une écriture non voulue, involontaire qui s'impose au moi du scripteur. Avant tout, ce qui prédomine, c'est la nécessité de l'auto-analyse et du parcours rétrospectif qui remonte aux origines de la perception du monde extérieur et des autres. À cette époque-là, Pasolini lit des auteurs existentialistes dont il s'est rapproché à travers Oh, la revue d'Enzo Passi. Ce n'est pas un hasard s'il écrit l'article En marge de l'existentialisme, qui paraît dans Liberta le 30 juin 1946. L'écrivain frioulant décide d'écrire une autobiographie pour mettre de l'ordre dans sa vie, et il utilise une écriture propre au documentaire dont il s'excuse dans la préface de Pagine Involuntari. Je n'ai pas trouvé une autre écriture pour décrire l'enfer tel qu'il est, que cette écriture ouvertement directe. C'était presque un document, si l'habitude de me conformer à ce que l'on appelle le bien écrire ne m'avait pas pris la main presque sans répit et toujours à mon corps défendant. RRI page 186. Contrairement à ce qui se passe dans le roman Le rêve d'une chose, les événements autobiographiques prennent plus d'importance que des événements de guerre qui restent en arrière-plan, délibérément tus, tout en ne perdant rien de leur incidence sur la vie du moi. Cet ordre que l'auteur cherche à mettre dans son parcours existentiel, avec ce désir tenace de donner un sens aux événements, prend forme dans l'acte de raconter sa propre vie. J'éprouve un désir absolu de sincérité, je me suis demandé s'il s'agissait d'un désir de confession, mais j'ai dû admettre en moi-même que cela le dépassait. Certes, l'idée de me libérer ne serait-ce que devant les autres, persiste. Je pourrais même taire l'ambition de trouver une raison d'être à travers cette sincérité, mais il s'agit avant tout d'un besoin d'abstraction, de mise au point solitaire, Ibidem page 143. L'auteur revendique en ces termes la recherche du sens à donner aux événements, et formule ainsi une première exigence de sincérité à travers l'écriture. Cette détermination d'aller au fond des choses, de tout dire, d'exposer ses tripes obscures sera une constante de la poésie pasolinienne. À preuve, le rossignol de l'Église catholique, mais aussi les cendres de Gramsci, la religion de mon temps est transhumanisée et organisée. À preuve également la prose poétique de la divine mimésis, fortement autobiographique et jusqu'au roman inachevé, publié après sa mort, Pétrole, dont quelques pages témoignent d'un tel vécu dramatique qu'il semble faire partie de la dernière phase violente de la vie de l'écrivain. D'ores et déjà, l'autobiographie sera l'axe central autour duquel s'articuleront les œuvres à venir. L'écriture pour le moi narrateur protagoniste ne s'exprimera que sous la forme de la confession et du témoignage, comme si l'acte de l'écriture ne pouvait naître que de l'épaisseur de l'événement vécu, comme si l'auteur avouait son inaptitude au pur artifice de l'art pour l'art. Même dans Bête de style, un drame en vers que l'auteur considère dans sa préface comme une autobiographie et qui devient alors un objet de changement et de rédaction successives jusqu'à sa mort, le protagoniste manifeste sa conception poétique lorsqu'il affirme que le fondement de la littérature est dans la vie. De là l'importance des actes impurs, qui constituent en quelque sorte une déclaration de poétique que l'auteur ne démentira jamais jusqu'à sa fin tragique. Le ton sincère et trop ouvert de la confession fait penser à l'autobiographie de Rousseau, mais pas seulement. L'auteur lui-même signale parmi les pages involontaires la présence de passages inspirés de Foscolo, et précisément du discours sur le texte de la Divine Comédie. Justement, ces jours-là, j'avais lu pour les garder à jamais en mémoire, 2 passages de Foscolo.
la faute est purifiée par l'ardeur de la passion et la pudeur embellit la confession de la luxure. Dès que la passion commence à assumer la toute-puissance de la fatalité et agit comme si elle était la seule divinité de la vie, le moindre soupçon d'impudeur, d'infamie et de faute prend de l'ampleur. Et ce désir nous était tangible dans ces soirées où la lune, froide et inobservée, veillait sur les champs entre San Giovanni et Versuta. RRI, page 127 à 128. Nous trouvons d'intéressantes considérations de poétique, au demeurant d'une cohérence extraordinaire avec ce que l'auteur écrira dans Pétrole, à travers le roman autobiographique et au fil des pages des cahiers qui l'accompagnent. Le narrateur fait participer le lecteur à ses choix, et consacre d'amples espaces à la réflexion métanarrative et métapoétique. Comme bon nombre d'auteurs d'autobiographie, il se pose la question: qu'y a-t-il de plus digne et de plus définitif pour un écrivain que de raconter sa propre vie? Assumer les événements disparates et confus à la lumière de la parole, au sein d'un discours dénué aussi bien de nostalgie que de scepticisme. RRI, page 136 à 137. S'impose alors la nécessité d'opposer une alternative au genre déjà établi pour réfuter en bloc les conventions inhérentes à l'écriture de soi. Malheureusement, l'habitude sentimentale et littéraire nous propose continuellement des exemples formellement doués de séduction. À ce compte, je devrais immerger dans l'histoire de n'importe qui mon lent passage de l'enfance à l'adolescence. Rien de plus faux que les expériences communes. Je préfère me dispenser d'une enquête sur un passage qui n'existe qu'à posteriori. Le lecteur trouvera ici un espace blanc, RRI page 137, nous soulignons. Actes impurs est le roman du bonheur et du désespoir. Bonheur de la découverte de l'éros et de l'amour fraternel, désespoir causé par les bombardements continuels, par la menace permanente de mort et par la honte du protagoniste qui fait suite à la dénonciation dont il est l'objet. L'ennui de la vie provinciale contraste avec l'impression de légèreté que l'auteur communique. Il pleut comme en automne. Je ne pourrais peut-être pas aller au bal. Et pourtant je suis léger et chaleureux, malgré l'ennui inhumain, et je sens en moi la sérénité et pour ainsi dire la gaieté de ma nature originaire. RRI page 10. Tout événement futile, une fête populaire, une rencontre, se heurte à la peur de la mort qui constitue le véritable arrière-plan de la parole du sujet narrateur. Le moi raconte l'existence continuellement menacée. Le bombardement en 4 vagues successives dura environ un quart d'heure. Tout l'environnement en paraissait bouleversé. Mais auparavant et maintenant, rien n'était comparable au spectacle qui se présentait à nos yeux, lorsque nous ouvrîmes la fenêtre du grenier à foin qui donnait au nord, vers Castiglione. Un mur de flammes barrait l'horizon sur toute la largeur du pays. Le ciel tout entier et la plaine réverbéraient le feu rouge sombre de cet incendie semblable à une mer tempétueuse. RRI page 78 à 79. Les bombardements laissent une trace indélébile dans la mémoire du protagoniste, mais c'est l'épisode extrêmement grave de la mort du frère partisan que l'écriture esquive, car un abîme de silence s'ouvre après cette disparition. Ma mère et moi nous avons appris la mort de Guido depuis peu de temps. Certes, je n'ose pas parler de cette mort face à laquelle je ressens encore une insurmontable difficulté d'infini. Mais je dois dire qu'aussi inhumain que cela puisse paraître, comme c'est souvent le cas, ma mère et moi nous avons repris les cours avec nos élèves de Versuta. RRI page 24, nous soulignons. La mort se présente ici comme un gouffre indicible, et tout l'effort de passer outre cette disparition est un acte tragique et pourtant nécessaire afin que la vie puisse continuer dans le petit bourg frioulant où Pasolini et sa mère enseignaient aux enfants de paysans l'amour de la littérature. Le poète enseignant lit et commente pour les enfants de Versuta des textes de Montale, Ungaretti, Petocchi. Le bonheur semble inconcevable après la disparition de Guido. Mais j'ai décidé d'écrire aujourd'hui de la période la plus heureuse de ma vie. Elle se confond dans mon souvenir volontariste avec l'innocente splendeur de la lune. Je serais incapable de dire si nos promenades du soir eurent lieu avant le mois de mai. Les horreurs de la guerre alors à son comble s'opposaient logiquement à tant de bonheur ou après. Le bonheur était inconciliable avec la mort de Guido, ibidem page 24. En fait, l'écriture et le souvenir sont des actes liés à la contradiction entre le bonheur et le deuil, entre la vie et la mort. Et pourtant, à partir de là, la contradiction n'est pas un obstacle pour Pasolini. Au contraire, c'est le véritable moteur de sa créativité.
À ce propos, l'auteur évoque dans Quaderni Rossi, Cahier rouge, les contradictions vitales de Kierkegaard, RRI, page 134. Le sentiment du bonheur est constant et résiste à l'atmosphère de deuil. Il habite le corps du jeune homme et s'exprime en déclaration d'amour pour la jeunesse des bourgs frioulants. Je me lève encore en état d'ébriété. Le matin est merveilleux, vivre est merveilleux. Le bonheur vibre en moi, fragile, comme un vertige, mêlé au tremblement de l'alcool dominical. Un souffle et il se dissiperait. Pas un pore de ma chair qui ne frémisse de gratitude pour la vie, de nostalgie trop récente pour que j'en souffre. J'aime Viluta, j'aime mes compagnons, j'aime toute la jeunesse de ces bourgs, Ibidem, page 113 à 114. Dans Actes impurs, qui doit son titre au péché qu'un jeune garçon a confessé à un prêtre, on perçoit une très grande passion qui émane des dessins de l'écrivain à cette période et qui représente des visages de fillettes, de gamins ou de femmes esquissés à l'encre sur papier ou cellophane. Cette pratique picturale, inspirée de la terre du Frioul et des visages qu'il aime, l'autorise à se définir peintre dialectal, justement parce que le dialecte est pour lui une langue antivernaculaire, une pure langue de poésie. La passion de la pureté se développe parallèlement à la dimension de la faute qui traumatise le sujet narrateur au point de se dégrader en pulsion de mort. Les racontards se propageaient chez les gens et c'est un souvenir qui me fait mal encore aujourd'hui. RRI, page 39. La conscience du fait que l'image publique de l'enseignant entre en conflit avec l'image privée de l'amateur d'adolescent apparaît comme un déchirement dont l'issue dans l'œuvre de Pasolini sera le choix de la pratique du scandale. D'autres éléments significatifs sont à induire des réflexions sur la religiosité et sur sa formation. Alors que la mère restait attachée à une religiosité paysanne, le père faisait preuve d'une religiosité de pure façade. On ne respirait pas un air catholique chez moi mais à coup sûr un air moral et spirituel. Un air d'une très grande élévation. Ce n'est pas un hasard si mon frère est mort à moins de 20 ans en offrant sa vie à la cause de la liberté. Ibidem, page 20. La religion du jeune écrivain se constitue comme une crise religieuse continuelle. Moi qui suis on ne peut plus laïque, voire irréligieux, je suis en permanence obnubilé par mon interminable crise religieuse. Ibidem, page 156. La figure du Christ hante l'imagination du jeune homme. Il est en quelque sorte fasciné par le corps crucifié qui inspire maintes représentations dans l'œuvre de Pasolini, aussi bien littéraire que cinématographique, depuis le rossignol de l'Église catholique jusqu'au personnage d'Ettore dans Mamma Roma, de Stracci dans la Ricotta jusqu'à l'Évangile selon saint Matthieu. Il convient d'ailleurs de citer à ce propos un passage des Quaderni Rossi. Cela m'est venu, je crois, en voyant ou en imaginant une effigie du Christ crucifié. Ce corps nu, les hanches à peine vêtues d'un étrange morceau de tissu où je voyais une discrète convention, suscitait en moi des pensées vaguement défendues, et tout en contemplant ce lambeau de soie comme un voile masquant un inquiétant abîme, l'absolue gratuité de l'enfance, je n'en détournais pas moins aussitôt mes sentiments vers la piété et la prière, Ibidem, page 136. Entre le sentiment de culpabilité et le désir d'expiation, se positionne le moi des textes autobiographiques qui déplorent fréquemment la perte de sa pureté. Nous pouvons alors mettre en évidence une autre figure centrale de l'imaginaire pasolinien, le désert. À présent je suis un désert totalement exploré, je suis conscience totale. Il n'y a plus aucun moyen de me sauver, ATTI Impuri, RRI page 122 nous soulignons. De théorème, romans et films, à l'apostrophe évangile selon saint Matthieu, les films et les écrits de Pasolini évoquent ce lieu hors du temps et des lois humaines qu'est le désert. Dans cette citation spécifique, le désert, comme métaphore de la conscience, est intimement associé à l'idée de perdition. Cela n'a rien de surprenant, si nous songeons aux épisodes bibliques de l'histoire des Hébreux ou si nous nous remémorons les tentations de saint Antoine, lieu de l'extra-humain, lieu de passage et d'initiation, le désert est proverbialement le territoire du doute et de la tentation. La première écriture pasolinienne en prose apparaît comme un voyage à rebours dans la conscience, entièrement attentive à saisir la sensation qui fuit, une atmosphère, une lumière éphémère, un conflit incurable. La donnée la plus importante, c'est la fonction de cette écriture document. Il lui est assigné l'entière existence du moi narrateur, lequel se retrouve en relisant les fragments épars, perçoit le fil qui relie les événements et repère ainsi les raisons de sa survie. Je relis en y remettant de l'ordre quelques notes en vrac écrites l'an passé en cette raison.
Je pénètre à nouveau dans ce temps, dans son corps. Les montagnes limpides, écrivais-je, la campagne, les eaux, tout scintillé dans la lumière du jour. Toi dans ta cabane, tu vis parmi les péchés. Sous le toit, inconsciemment, tu esquisses quelques gestes d'amour. Ce sont ces paroles qui me font revivre les jours et les lieux uniques de ma vie et peut-être les plus importants, ceux pour lesquels j'ai survécu. Ibidem, page 94 à 95. Les passages les plus significatifs de cette expérience de la prose, nous les découvrons dans les pages les plus lyriques, celles où la parole acquiert une grande force évocatrice parce qu'elle fait émerger, comme après une longue nuit, les images lumineuses de la mémoire. En filigrane de cette expression de légèreté, déjà porteuse d'œuvres futures, il y a les traces du déchirement intérieur et celles de l'atmosphère sombre de la guerre. Amado Mio est un autre roman inachevé écrit entre 1947 et 1950, qui fait le récit d'un amour homosexuel et qui marque l'entrée du monde du cinéma dans son œuvre à travers la figure mythique de Rita Hayworth. L'auteur dira dans la préface des ' Actes impurs et des ' Amado Mio, ce qui lui en a coûté d'écrire ces pages, dans la mesure où il s'est exposé personnellement en décrivant l'anormalité des personnages définis comme une condamnation à vie, montrant du même coup toute la signification que pouvait avoir le fait d'être différent dans une communauté provinciale fortement conservatrice. Parmi les sources indiquées par l'auteur de ce livre, signalons Laclos, Péreuphite, Mann et Gide. À travers le texte, on retrouve des citations de Cavafy, Rimbaud, et une référence à Kafka. On remarque également la référence au chant du peuple grec de Tommaseo et un vers de Jiménez. Comme par hasard, aucun emprunt, ou presque, à la littérature italienne. Par ailleurs, entre 43 et 48, Pasolini a écrit de nombreux récits situés dans le Frioul qu'il publiera dans des journaux et des revues comme Libertà, Il Stroligu, Il Setaccio, Il Mattino del Popolo, à présent dans RRI. Rome 1950 à 1965, romans et récits. Pasolini arrive avec sa mère à Rome le 28 janvier 1950. Il est contraint de fuir en raison de l'accusation de corruption de mineurs et de la double expulsion de l'école et du Parti communiste. À Rome, il vit dans les quartiers les plus pauvres, découvre la misère humaine des bidonvilles de la capitale et a beaucoup de peine à trouver un moyen de subsistance. Il se met tout de suite à remanier des textes poétiques et des récits écrits dans la région du Frioul, et s'intéresse en même temps à la poésie dialectale. Il se passionne en particulier pour l'argot des banlieues, le romanesco qu'il va étudier avec la ferveur d'un philologue. La confrontation dure et violente avec le quotidien des banlieues suscite chez le jeune écrivain le désir de témoigner de ce monde à part des sous-prolétaires romains à travers l'écriture littéraire. C'est ainsi que naît Ragazzi di Vita, les Ragazzi. La première partie du roman est publiée par Paragon en 1951. Après plusieurs versions et corrections, surtout requises par l'éditeur Garzanti, le texte définitif sortira enfin en 1955. D'autres matériaux issus de la préparation du roman seront réunis dans la première partie des ' Ali aux yeux bleus, 1965. Dans les Ragazzi, Pasolini procède à la contamination du langage littéraire par l'argot dialectal des jeunes banlieusards dont il s'était mis à collectionner les expressions typiques. En annexe du roman, l'auteur a placé un glossaire succinct qui s'enrichira d'ailleurs de nouveaux apports dans le second roman romain, Une vie violente, 1959. Le personnage central du roman est Riccetto, un adolescent dont le narrateur suit les pérégrinations et les aventures dans l'enfer de la capitale. L'enfer de Dante est évoqué à travers les citations qu'il en fait à 2 reprises. La Divine Comédie, chant 16, volume 88 à 89, et en exergue du chapitre 6, le chant 21, volume 118 à 123. La référence à Dante n'est pas fortuite. Le poète de la comédie représente pour Pasolini, dans le sillage de l'enseignement de Gianfranco Contini, la tendance plurilinguistique de la tradition littéraire italienne par opposition au monolinguisme pétrarchisant. Plus précisément, en ce qui concerne le roman romain, l'auteur se réclame de l'expressionnisme de Dante qui parvient à mélanger le parler le plus populaire et dialectal avec l'italien lettré et n'hésite pas à recourir à des images souvent ouvertement obscènes et grossières, en particulier dans L'Enfer. Mais le romancier a retenu surtout la leçon du néoréalisme italien et de l'expérience littéraire vériste et naturaliste de Verga et de Zola. Il est un fervent lecteur de Gadda et de Moravia et il se forge un style narratif composite,
à partir d'une vaste gamme de tonalités qui vont du document au réalisme lyrique de certaines descriptions. Bon nombre de pages font preuve d'un certain expressionnisme, en raison de leur caractère grotesque qui dérive de l'usage fréquent d'un bestiaire métaphorique dans la description des personnages. L'univers sordide des banlieues est représenté parfois avec un réalisme extrême, pour souligner la misère et la monotonie de la vie de ces êtres qui semblent appartenir à un monde en dessous de l'humain. Certains critiques littéraires, notamment dans les milieux marxistes, en ont fait le sujet d'âpres polémiques, parce qu'ils ne percevaient pas dans les visages de ces ragazzi une quelconque dignité de personnage. Si l'on veut comprendre cette première démarche pasolinienne, c'est son premier roman publié au cours d'une décennie extrêmement prolifique. Il faut tenir compte de la complexité de sa gestation, à travers une série de récits, d'esquisses narratives qui constitueront le roman. L'histoire commence dans la ville de Rome occupée par les Allemands, un mois de juillet caniculaire. Comme le fera remarquer Calvino, il n'y avait plus d'occupation en juillet puisque les Allemands s'étaient installés dans la capitale de septembre 1943 au 4 juin 1944. De toute évidence, il ne s'agit vraiment pas d'un roman historique. L'image inaugurale est celle du Ferrobédo, une fabrique de béton armé, ferro-béton, saccagée par les Romains de la périphérie qui revendaient la ferraille. Ce qui pousse les personnages à agir, ce sont la faim et l'argent. Rome devient un vaste gisement de ferraille que l'on peut voler, transporter et revendre. Les gens ont faim, vivent dénués de tout dans des bidonvilles. Le roman ne gravite pas autour d'un personnage singulier, mais au contraire il met en scène l'ensemble choral, des ragazzi qui s'expriment à travers des tournures argotiques, des gestuels soigneusement observés par l'auteur. Les codes de comportement sont typiques de l'univers des banlieues où règne le principe de l'honneur, et la condition de monde séparé est omniprésente dans la narration. Les habitants des banlieues sillonnent le centre de Rome, mais regagnent ensuite leur univers périphérique. La géographie de ces pérégrinations, souvent nocturnes, permet de reconstituer divers itinéraires dans les quartiers de la ville que Pasolini commençait à bien connaître, du fait qu'il se déplaçait surtout à pied ou en tramway. Le monde de la barbarie que décrit l'auteur se situe par-delà la morale courante. Les ragazzi, presque des enfants, ne véhiculent pas un idéal de bonté. Ils peuvent se montrer tour à tour féroces et bons, comme dans les épisodes du sauvetage des hirondelles, de l'incendie ou de l'agression au couteau de la mer. Aucun jugement moral n'est porté sur le comportement de ces jeunes dont le destin est souvent interrompu tragiquement par la maladie, Marcello, Tommaso, ou une mort violente, Genesio, Amerigo. Mais l'intrigue s'efforce d'initier le lecteur, qui ignore ce monde, à l'univers des banlieues, à l'oralité vive de leur parler. Souvent les dialogues sont monotones parce que le lexique réellement utilisé par les jeunes de la zone reste limité. Il est très rare qu'un personnage se laisse aller à des raisonnements en dialecte comme si le dialecte romain ne se prêtait qu'à un pur échange communicatif, réduit au minimum et souvent destiné à une fonction fatigue ou de simple contact. Les données physiques et corporelles sont prépondérantes dans les descriptions, ce qui ne les empêche pas d'avoir aussi une tonalité intensément lyrique. C'est avec un regard de sympathie que le narrateur met en scène cet univers ignoré par le monde bourgeois, et qu'il suscite l'émotion à son égard. Il met en relief la force vitale ainsi que l'espoir tenace en la possibilité de gain, en une amélioration de la situation. Il fait véhiculer par certains sous-prolétaires des valeurs pré-bourgeoises comme on s'en rendra mieux compte dans la seconde œuvre romaine Une vie violente. Ricchetto trouve un travail et il y a là une sorte d'évolution, si minime soit-elle, du personnage. Mais ce que l'on peut remarquer chez les autres personnages c'est l'absence de profondeur psychologique qui apparente ces petits caïds à des forces mécaniques en mouvement. Marcher, voler, se prostituer, fuir, mourir, se défendre, frapper. Nous avons là un roman d'action, mais qui n'est pas un roman naturaliste comme on l'a délibérément affirmé. La rationalité de la représentation naturaliste est totalement absente de ces pages comme on peut le constater dans la structuration du temps de la narration qui se dilate ou se rétrécit démesurément, par exemple en faisant de la nuit l'espace le plus intense d'action. Il y a eu une évolution dans la rédaction du roman, et l'auteur a attribué plus d'espace au dialogue, souvent réduit à de brèves répliques, par rapport aux descriptions, au demeurant très réussi du point de vue littéraire. En outre, l'éditeur Garzanti lui avait demandé de s'autocensurer pour anticiper les objections éventuelles de la censure.
Ce travail a beaucoup coûté à Pasolini, mais il n'en a pas moins procédé à des coupures importantes et à des ajouts de précision chronologique, au-delà même des exigences de l'éditeur. Il a atténué l'expressionnisme de la première version, et remanié le manuscrit. En somme, nous pourrions définir Ragazzi di Vita comme un roman à strates pour le style et un roman à épisodes pour le contenu narratif. L'auteur lui-même situera cette œuvre dans le cadre d'une expérimentation, Sperimentalismo, dont l'essai manifeste paraîtra dans Officina, la revue qu'il avait fondée en 1955 avec Leonetti et Roversi. Pour Pasolini, il s'agit d'un roman national populaire dans l'acception gramscienne, l'expression concrète d'une fureur anthropologique et un besoin de témoignage. L'œuvre provoquera d'ailleurs une polémique avec les représentants officiels du Parti communiste sur le rapport entre politique et littérature. D'autre part, la sortie du roman se situe chronologiquement à un moment de vive controverse entre intellectuels du parti et des gens de lettres. Rappelons en particulier la polémique engagée avec le Politecnico de Vittorini qui se soldera par son éloignement du PCI. Ragazzi di Vita 1955 a été publié après la parution des Nouvelles du Duché en flammes de Carlo Emilio Gadda 1953 et Les Récits romains de Moravia 1954. Ce roman de Pasolini connaît un grand succès et sera traduit en plusieurs langues. Il le consacre comme expert linguistique des banlieues romaines à tel point que Fellini lui confiera l'élaboration des dialogues en dialecte romain de son film Les Nuits de Cabiria, 1957. La rencontre de Sergio Citti, auteur lui-même de récits, permet à Pasolini d'approfondir son expérience philologique du dialecte romain. Leur rapport d'amitié sera à la base d'une étroite collaboration tant littéraire que cinématographique. Son frère Franco Citti sera acatonné dans le premier film du réalisateur. L'écrivain Friulan conçoit 3 projets simultanés de romans. Les Ragazzi, Une vie violente et Il Rio della Grana. Matériellement, ils feront l'objet de rédactions successives et le 3e projet en restera au stade de l'ébauche. Ce qui oriente le choix poétique de l'auteur des romans romains n'est que corollaire de son parti pris de se situer dans la réalité, à travers une mimésis radicale d'un monde auquel il adhère passionnément et tragiquement, étant donné les conditions matérielles d'extrême pauvreté qui ont marqué ses premières années à Rome. Voici ce qu'il a écrit sur les jeunes écrivains en 1950 dans un état de délabrement psychique au bord du suicide. Les écrivains authentiquement motivés, après avoir ridiculisé en tant que genre le roman américain ou sartrin, avec son réalisme contre lequel ils sont immunisés par trop de réalisme quotidien. Une fois abandonné et regretté la belle prose des années 1920 à 1940, leur tour prospère introduisent dans la modulation de leur monologue intérieur les faits divers de la seconde page, tout imprégnés de leur propre angoisse, du cloaque des années 50. Aucun écrivain n'aura jamais mérité moins qu'eux l'accusation d'être en dehors de la vie. C'est une génération littéraire de forçats de la vie de la seconde page, Il crepuscolo del dopoguerra, La Libertà d'Italia, 6 octobre 1950, RRI, page 1402 à 1403. Nous retrouvons dans ce texte l'inquiétude qui a dicté à Pasolini son choix littéraire de ces années. La chronique des faits divers, ou si l'on veut la seconde page des journaux, sont une source d'inspiration pour le jeune écrivain. Révolu les temps de la tour d'ivoire, le pur monologue intérieur, révolue même l'époque du roman américain et sartrin, car le réalisme brutal de la vie véritable de l'écrivain nouveau entre inévitablement en collision avec la fiction du réalisme. Par souci d'objectivité, l'écrivain nouveau d'origine petite bourgeoise, mais concrètement en marge du prolétariat, opte pour le roman réaliste et pour une langue semi-dialectale. La réalité doit pénétrer physiquement dans le roman. Voici ce qu'écrit Pasolini, sollicité par la revue Nuovi Argomenti sur la question du roman-essai. Le roman ne peut être que pure représentation. La signification idéologique ou sociologique doit passer par l'expression physique la plus immédiate, par exemple, l'action d'un personnage, le rôle d'un personnage, une mimésis violente, absolue du milieu. 9 questions sur le roman. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.